truc marche, mais c'est encore largement à développer le levier microbien pour faire, par exemple, de la vigne, par exemple du vin. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'on a une belle au bois dormant et qui dort parce qu'on ne la voit pas, mais elle est partout. D'accord? Et une dernière chose, bon, je publie un livre, c'est la pub, hein, tout petit fascicule sur la biodiversité dans la collection Libelle au Seuil, qui s'appelle La biodiversité comme un humanisme. Alors ça paraît des champs différents, mais si vous pensez que l'humanité est entrée dans la nature, il n'est pas humaniste, sans vision naturelle. Et dans ce fascicule, j'essaie de pousser cette idée que la biodiversité est un outil pas utilisé, d'accord, et justement de changer un petit peu les lignes autour de notre vision du monde vivant. Bon, je parle notamment de microbiote, bon. Mais ce que je pense, c'est qu'on a vraiment devant nous une ère moderne qui sera l'ère de l'utilisation réelle du vivant dans toute son ampleur, sachant que aussi, on est un peu bricolé avec quelques plantes et quelques animaux. Bon, ok, c'est pas des gens qui font du vin que je dois apprendre que des fois on a aussi bricolé avec des microbes. C'est encore une promesse. Alors, cette idée, c'est que à côté des réflexes qu'on a et d'une croyance collective, parce que ici vous êtes sans doute un peu plus circonspect, on a une croyance collective effrénée dans le chimique et dans le technologique, qui sont pas aberrantes, parce qu'on fait des grandes choses comme ça. Il est temps de restaurer le trépied finalement de l'action qui est basé aussi sur un troisième pied, le vivant. Et le vivant, il est surtout microbien. Alors, effectivement, quand on voit la vigne, on ne voit pas les microbes. D'abord, c'est pas possible techniquement, mais cette image-là, tout à l'heure, elle va être complètement peuplée de microbes parce qu'il y en a absolument partout. Et ce qui va m'intéresser, c'est pas simplement leur présence. C'est que comme ils sont là, ils opèrent des fonctions. Et donc, dans cette image, il y a aussi plein de fonctions microbiennes à découvrir. Alors, on va commencer par le sol. On va commencer d'autant plus par le sol que les équipes de recherche travaillent sur les champignons du sol, donc c'est peut-être le point où j'aurai le plus de légitimité à vous parler. Commencer dans le sol, c'est un petit peu aller déjà dans un compartiment qu'on ne voit pas. Je veux dire, la plupart du temps, pour les gens, les racinaires ne comptent pas beaucoup. Je vais vous montrer tout à l'heure que pour vous, ils ne comptent pas beaucoup non plus. Donc même la partie de la plante qui est en dessous, bon. Mais en plus, cette partie de la plante, elle est colonisée. Les racines de la vigne sont des racines qui, comme chez 9/10 des plantes, ne sont pas des racines simplement, mais sont colonisées par des champignons qui vivent dans les racines saines, qui y font des filaments microscopiques. Les champignons sont faits de filaments qui font en gros 10 millièmes de millimètre, et ces filaments entrent dans les cellules racinaires et s'y ramifient. On va y revenir en structure d'échange. Ces champignons sont des champignons qui vivent en association avec ces racines, et cette association des deux s'appelle une mycorhize, c'est-à-dire qu'il y a myco du champignon et rhiza de la racine, derrière ce que nous, superficiellement, on voit comme des racines, parce qu'à l'œil nu, on ne voit pas le champignon. Ces champignons font aussi, et là, cette image-là est une image dans la vigne que j'emprunte aux collègues de l'INRAE de Dijon, ils font des filaments, ils font des ramifications intracellulaires ou arbuscules, mais ils font aussi des gros renflements, des grosses vésicules où le champignon stocke de la matière grasse. Ce qui plante ces matières grasses dans la racine, plutôt que dans le sol, ça lui évite de se les faire bouleter. Donc, ce sont des structures de stockage du champignon. Il faut bien comprendre que ce champignon qui est présent dans la racine, il colonise aussi le sol autour de la racine. Et d'ailleurs, il y fait des spores. Et ça explique que ces champignons, vous ne les connaissiez pas. Parce qu'en général, les champignons, vous les connaissez quand à un moment, ils font une structure macroscopique, visible à l'œil nu, où ils fabriquent leurs spores. Sur les lamelles d'un champignon de Paris ou les tubes d'un insecte. Mais il y a aussi énormément de champignons qui, quand ils se brûlent en vrac. Ils font leurs spores comme ça. Comme ça. Et donc, ceux-là, on ne les voit pas en surface, et ça explique que le groupe des champignons qui forment des mycorhizes, qu'on appelle des gloméromycètes, soit complètement inconnu du public, ce qui n'est pas observable. Et alors, en plus, techniquement, ce qui est intéressant, c'est que ces gloméromycètes, c'est un groupe qui a divergé dans l'évolution avant l'apparition des ascomycètes et des basidiomycètes. Les ascomycètes, c'est là où il y a les levures, les oïdiums. Les basidiomycètes, c'est là où il y a les agents de l'eutypiose.
Alors, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que comme c'est pas les mêmes groupes, il y a une petite possibilité d'arriver à trouver des fongicides qui tapent sur des ascomycètes et des basidiomycètes. Donc ils vont taper sur la biodiversité malheureusement, mais qui tapent pas trop sur les gloméromycètes. Hein, la plupart des fongicides que vous manipulez sont plutôt inoffensifs pour les gloméromycètes. Le problème, vous allez voir, c'est qu'il y a des herbicides qui eux ne le sont pas. Pas de chance. En tout cas, c'est un groupe qui est vraiment très très différent des groupes de champignons pathogènes ou des champignons utilitaires que vous connaissez. Alors voilà une vidéo qui vous montre que les plantes émettent énormément, c'est manifesté par des halos, je ne sais pas si vous les voyez, par moment il y a des halos, émettent énormément de substances dans le sol qui leur permettent de repousser, c'est des substances bactéricides, qui leur permettent de repousser les pathogènes. Alors, là vous avez un champignon mycorhizien qui pousse, il y a un filament qui pousse, il est insensible aux sécrétions de ses racines, mais les sécrétions de cette racine vont provoquer d'une part sa croissance orientée, deuxièmement sa ramification, et troisièmement l'émission en rouge, je ne sais pas si vous voyez bien, de molécules qui vont, au niveau de la racine, provoquer une prolifération racinaire. La racine fait proliférer le champignon, et il le fait se ramifier, le champignon fait se ramifier la racine, ils finissent par rentrer en contact, et le champignon va très peu rester en surface de la racine, il va rapidement pénétrer dedans. C'est-à-dire qu'au niveau des cellules, il casse la paroi qui emballe les cellules, mais jamais la membrane qui limite la cellule intérieurement. Donc la cellule reste vivante, et ce filament qui rentre, qui repousse l'enveloppe la plus interne de la cellule sans la casser, va à un moment se ramifier et donner ce qu'on appelle un arbuscule, que je vous montrerai tout à l'heure, qui est en fait une structure d'échange, au niveau de laquelle le champignon amène de l'eau et des sels minéraux, voire des oligo-éléments collectés dans le sol, qui passent dans cette cellule et de là dans les autres cellules. Cependant que la plante, elle, amène du saccharose en jaune. Et ce saccharose va pouvoir passer dans le champignon. Alors un détail près qui n'est pas visible là, c'est que le saccharose ne rentre pas dans le champignon. Il faut que la cellule coupe ça en un glucose, un fructose, qui eux pourront rentrer dans le champignon. Donc le flux, bien que la cellule baigne dans le saccharose, le flux il est contrôlé par la cellule, qui en découpant le saccharose en deux décide de ce qui va rentrer dans le champignon. Mais il y a un flux de carbone qui repart dans le champignon, et on sait aujourd'hui qu'en plus, ce qui n'est pas figuré ici, ces champignons se nourrissent en acides gras. Ils sont incapables de les faire. Ils se nourrissent en acides gras, en triglycérides très exactement, sur la plante. Donc l'échange, c'est un échange de sucre et de lipides avec quelques vitamines depuis la plante contre de l'eau et des sels minéraux collectés par le champignon. Et les fameuses vésicules avec de la matière grasse, en fait, c'est un entassement local de ce qui vient d'être taillé sur la plante. Alors cette association, elle a des effets sur la nutrition de la plante, et je vous propose ici des résultats sur 2 parcelles dans l'Oregon plantées en pinot noir, la parcelle CH et JY. Alors on va commencer par travailler avec 2 souches de champignons mycorhiziens de cette espèce-là. Une isolée sur CH, ce sera le résultat en gris, et une isolée sur JY, ce sera le résultat en noir. D'accord? Donc on a isolé de ces sols 2 souches de la même espèce. 2 souches de champignons qui peuvent faire des mycorhizes, et on va les inoculer dans le sol de CH sur des plants qui sont cultivés sur le sol de CH. C'est culture en pot. C'est gros. Alors là, vous avez en blanc juste le sol de CH, avec ces champignons spontanés, dont sans doute un petit peu de celui-là. Et puis là, en gris, on remet beaucoup du champignon issu de CH, et là, on remet beaucoup du champignon issu de JY. Vous voyez que, en renforçant avec ces champignons, on augmente significativement, quel que soit le champignon, la teneur en phosphore, et on ne change pas la teneur en azote. Et donc, c'est bon de rajouter le champignon d'où qu'il vienne sur le sol de CH, c'est bon de rajouter le champignon pour alimentation phosphatée. Alors, n'en faites pas une conclusion générale, hein, ne prenez pas des notes tout de suite, parce qu'on va faire maintenant la même chose sur le sol JY. On va répéter l'expérience de regarder le sol tout seul, le sol renforcé avec l'isolat venu de JY, et le sol renforcé avec l'isolat venu de CH. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit que c'est toujours très bon pour le phosphate, sachant que le sol de JY n'a pas l'air d'être un sol très généreux.
y compris avec ces microbes et ces champignons mycorhiziens locaux, hein, donc en renforçant, ça marche mieux. Mais sur le sol JY, là, vous voyez qu'il y a un effet sur l'azote. C'est-à-dire que sur le sol JY, qui, avec ces microbes spontanés, avec ces champignons spontanés, visiblement ne donnent pas beaucoup d'azote, et ben quand on rajoute les champignons venus de l'un ou de l'autre, l'effet est le même. Ça améliore l'alimentation azotée. Mais vous remarquez quand même que l'effet n'est pas toujours le même selon le champignon, parce que l'amélioration de la nutrition phosphatée sur JY est quand même meilleure avec le champignon venu de CH qu'avec le champignon venu de JY. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, c'est-à-dire que c'est le bordel. Ça veut dire que l'effet dépend du champignon et du sol. Vous y êtes? Ça, vous êtes habitué à ça, en fait. Les résultats sur la vigne sont toujours, et sur le vivant, sont le produit de tas de facteurs. Mais ça veut dire qu'effectivement, j'ai montré que ça avait bien un rôle nutritif, mais que l'intensité de ce rôle nutritif dépend du sol aussi. Ça dépend du champignon, on amène, mais aussi du sol. C'est un peu comme si c'était une sorte d'effet terroir, cette histoire-là. Et votre terroir, c'est aussi les champignons qui sont dedans, qui vont nourrir différentiellement la plante, et si jamais vous rajoutez un champignon, la réponse de la plante va dépendre du sol aussi, pas que de l'ajout du champignon, ça va? Et je suis pas en train de dire qu'il faut vous oublier ça, je suis en train de dire qu'en fait, dans ce qu'un sol peut donner une plante, il y a aussi une contribution des champignons qui sont là ou pas là. C'est pas que la composition de ce sol. Ça rentre dans la complexité de ce qu'un sol peut donner à la vie. Alors, l'effet de ce champignon est un effet nutritif, mais il y a un effet en fait physiologique qui va impacter toute la plante et jusque dans des points du métabolisme très variés. Alors, je vous passe des expériences sur la tomate qui montrent que selon le champignon mycorhizien, la tomate n'a pas le même goût, n'a pas la même teneur en carotène. En fait, selon les champignons qui sont là, vous modifiez la plante d'une façon qui est peut-être inférieure aux modifications que vous avez d'une variété à l'autre, mais qui est quand même une modification de tout le fonctionnement de la plante. Ici, nous avons 4 cépages iraniens. Alors, ça nous permet de recouper l'actualité, hein. Ces cépages qui sont sous les bombes libératrices. Là. Et donc, ils sont élevés, ces cépages. Là encore, c'est dans des mésocosmes, c'est des gros pots. Vous souririez en les voyant, parce que c'est des cépages qui ont une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc on est un peu loin peut-être de ce que vous avez dans vos vignes. Mais ces 4 cépages, dont certains sont vraiment intéressants aromatiquement, ils sont élevés sur un sol sans champignons mycorhiziens, complètement stérilisé, ou alors sur ce sol stérilisé, on a rajouté cette espèce, ou les 3. D'accord? Et on regarde la teneur en quercétine au niveau des raisins. Regardez ce qu'on voit. Alors, sur Ashgari, ça a un petit peu d'effet, mais c'est pas toujours très significatif. Sur Khalili, on obtient des dépressions considérables dans certains cas. Sur Keshmeshi, on a plutôt une induction, quoique pas toujours. Quand on met le mélange, on n'a même pas le même effet que quand on les met séparément. Oui, le bordel. C'est-à-dire que quand je rajoute ces champignons mycorhiziens sur le Keshmeshi, j'ai plus de quercétine. Quand j'en rajoute un, quand je mets 3 en même temps, vous avez aussi des effets du cocktail de champignons qui sont différents de ce que chacun fait. Et ça, c'est les lois du vivant. Hein. C'est super compliqué et pas linéaire. Et puis, sur Charoudi, vous avez globalement une induction des taux de quercétine. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va choisir des champignons mycorhiziens qui vont vous donner des niveaux de quercétine intéressants dans les vins. Je dis juste qu'à un moment, les champignons qui sont présents, ils influencent sur la nutrition, et ça va donner un effet par exemple sur le vin, mais ils influent aussi par exemple sur les teneurs en tanin. Ils sont l'un des nombreux facteurs qui vont jouer dans la teneur en tanin, et donc ils ont bien le droit d'être considérés comme des agents du terroir. Je n'ai pas prétendu que c'était manipulable, cette histoire, dans l'état actuel des connaissances. Je fais le constat que le terroir contient aussi ces champignons-là. Et alors, des fois, je lis des choses comme ça. Comment le cépage et le sol impactent les vins? Cette grande mythologie que le chardonnay est bien fait pour la côte des Blancs, ou que le pinot noir réussit beaucoup en Bourgogne. Et c'est là qu'on réalise à quel point les gens sont loin de ce qui se passe dans le sol. Parce que voilà bien plus d'un siècle que ces cépages-là n'ont pas touché terre.
Je rappelle qu'ils sont greffés. Alors, à part les quelques-uns d'entre vous qui ont des lignes pré-phylloxériques, bon, je sais que dans l'eau, c'est possible. Non, c'est plutôt ici. Oui, enfin, alors, là, on va pas lui faire le mal. Bon, il y a quelques sols, voilà, il y a quelques sols inondés en hiver, notamment où on peut avoir effectivement des francs de pied, mais c'est quand même relativement anecdotique, hein. Et en fait, même à l'époque où les racines du linot noir ou dans les parcelles pré-phylloxériques où les racines du chardonnay sont capables de toucher le sol, en réalité, ils le touchent qu'à moitié, parce qu'ils le touchent avec un champignon comme intermédiaire. Hein. Ça, c'est des choses que, dans la narration du vin, on a du mal vraiment à aller vraiment dans le sol et à avoir une narration décente de ce qui s'y passe. Alors, ça n'empêche pas d'en faire un bon argument de vente. Et je suis ravi, moi, des vins que je bois. Je dis pas que le résultat est merdique. Je dis juste que, conceptuellement, ce qui se passe dans le sol, hein, c'est un peu la boîte noire et que, voilà, c'est plus mythifié que... Alors, les mycorhizes ont aussi, et j'emprunte ça du collègue de Dijon, Daniel Vif et Pierre-Emmanuel Courtis, un effet sur la stabilité du sol. Pourquoi? Regardez, ici vous avez un sol sans mycorhizes, un sol avec mycorhizes. On a quelques plantes qui ont poussé dessus, mais on les a trouvées pour l'expérience, et on est en train de verser de l'eau dans le cristallisoire. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que l'eau se trouble beaucoup ici, qu'elle se trouble beaucoup moins là. Il faut que vous compreniez que les champignons mycorhiziens, ils sont sous perfusion de carbone de la plante. Donc, ils vont pousser beaucoup dans le sol. Ils vont être parmi les champignons dominants. Et donc, le réseau de filaments contribue à la stabilité mécanique du sol. Donc, les mycorhizes, c'est à la fois quelque chose qui a un effet sur la plante, mais aussi un effet sur le sol. Parce que c'est des agents majeurs de ce maillage de filaments qui a un effet sur le sol. Alors parfois, il y a un certain nombre de gens qui parlent de la glomaline. Je ne sais pas si on en a entendu parler. Qui en a entendu parler ici? Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour les amateurs de glomaline, vous pouvez tout jeter. Parce que la glomaline, c'est largement un artefact d'analyse et une molécule qui est pas liée dont les précurseurs qui apparaissent pendant l'analyse ne sont pas liés aux champignons mycorhiziens. Alors, l'histoire ancienne, c'est de dire, la glomaline, c'est une sécrétion des champignons mycorhiziens qui font dans le sol, et qui a un tas de rôles, notamment un rôle de glu, un rôle mécanique, et puis aussi un rôle de rétention d'eau. Et, entre nous, c'est le rôle de la matière organique en général dans le sol, ça. Ce que démontrent les travaux les plus récents, c'est que malheureusement, la glomaline, on analyse comme étant de la glomaline, mais pas elle peut être présente même dans des sols où il n'y a pas de champignons mycorhiziens, et que en fait, les molécules que l'on dose, que l'on analyse, sont largement des résultats du processus d'isolement de la molécule qu'on veut doser. Donc je crois qu'il faut oublier la glomaline aujourd'hui et rester sur l'idée que la matière organique du sol en général est un agent de cohésion et de rétention d'eau, et plutôt avoir une vision du rôle stabilisant des champignons mycorhiziens comme lié à leur réseau de filaments lui-même. Voilà. Désolé, hein, mais la différence entre la science et le dogme, c'est que la science, ça évolue, et à un moment, on s'aperçoit qu'on fait des conneries, et on les chante. Le pari de la science, c'est que la quantité de conneries dans l'état des lieux de la science à un moment donné est inférieure à la quantité de bonnes idées. C'est ça le pari de la science. C'est pas le pari de la vérité. Ça, c'est juste le pari d'une imperfection perfectible. Alors maintenant que c'est rangé, on a tous envie de mycorhizes. Alors je sais que vous avez envie d'inoculer là, à 5 minutes, on reviendra là-dessus après. Continuons le portrait de ce que font les microbes associés aux plantes. Avant qu'on passe à la défense des plantes, qui va nous ramener aux mycorhizes en partie, mais pas que, est-ce que vous avez des questions, des angoisses? Elles se trouvent que vers les racines? Alors c'est des champignons qui ne colonisent que la racine et qui ne colonisent que la partie périphérique de la racine. Ils ne vont pas dans les vaisseaux cribovasculaires, ils ne vont pas dans les vaisseaux conducteurs de sel. La colonisation est limitée. Ça les distingue d'un certain nombre de pathogènes qui ne connaissent pas de limite. Et qui osent tout. C'est ça qu'on les reconnaît. Oui, vous avez dit ce qui rapporte comme le principe de la vie et de micro-organismes qui en fait, en tant que humain, ce qu'on retient, c'est que les phases premières de la vie continuent à exister.
pour ensemencer justement les stades supérieurs. Parce que ça qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu dire, bon, on a progressé, on a effacé les stades premiers. On a remplacé les microbes par des macrobes, comme on les appelle parfois, oui. Tout ça, on va les vertébrés peu à peu, on élimine, et puis finalement on se rend compte que pour maintenir un système vivant complexe, il faut que les états primitifs soient présents, et tous ensemble et en majorité. Sachant que ce ne sont plus tout à fait les états primitifs, parce que les microbes de maintenant ne sont plus les microbes d'hier, ils ont évolué aussi, mais vous avez raison. C'est Stephen Jay Gould, qui est un grand évolutionniste américain, qui soulignait ça. Il disait, dans la narration des musées naturels, on a des microbes, puis on a des éponges, puis on a des poissons, puis on a des vertébrés sur Terre, puis on a des hommes, puis on a des hommes qui sont en train de faire du feu. Mais en fait, à chaque moment, les autres niveaux d'organisation existent encore. Il y a toujours des poissons, il y a toujours des éponges, il y a toujours des microbes. Alors cela dit, ils ont évolué entre-temps, ils ne sont pas... Je reprendrai juste le mot primitif. Ces états moins complexes ou moins morphologiquement persistent encore, ils ont changé, mais ils sont toujours là. Simplement, on les voit plus parce que l'œil est définitivement capté par les formes plus complexes qui sont apparues. Mais il reste, tous les niveaux de complexité du passé persistent actuellement. Simplement, bon, c'est plus tout à fait les mêmes organismes parce qu'ils ont évolué aussi. Mais vous avez raison. C'est une leçon aussi sur le fait que c'est pas parce que on invente Internet que la télé disparaît. C'est pas parce qu'on a inventé la télé que la radio a disparu. C'est pas parce qu'on a inventé la radio que le papier a disparu. C'est pas parce que le papier était apparu qu'on a cessé de discuter entre nous. C'est la même chose pour l'évolution culturelle. Vous avez raison. Mais c'est très philosophique alors. Est-ce qu'il y a des questions sur les microbes techniques ou non? J'enchaîne. Allez, il faut maintenant défendre la plante. Alors, cette défense, elle est largement liée aux mycorhizes, qui notamment ont un effet défensif. Et je vais vous parler maintenant, à propos du cournouet, du vecteur du cournouet, le Diphyléma index. Alors, Diphyléma index, c'est un petit nématode du sol, qui pique les racines pour se nourrir. Ça, en soi, c'est pas très grave. Et simplement, il peut transmettre, en passant d'une racine à l'autre, l'agent du cournouet qui est un virus. Et on va regarder l'effet de la présence de ce champignon mycorhizien sur les racines, sur l'intensité des attaques de Diphyléma, sur une vigne qui est une vigne, alors la vigne de l'amour, qui est une vigne asiatique. Bon, mais c'est pas aberrant de regarder des vignes bizarres, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les porte-greffes, c'est plutôt des descendants de vignes bizarres, non vinifera, que des vinifera. Alors, dans cette expérience, on voit très bien que quand on inocule la maladie sur des plants non mycorhizés ou mycorhizés, on voit qu'au cours du temps, la maladie régresse. Bon, elle disparaît pas complètement. On y reviendra, une méthode basée sur le vivant, c'est jamais zéro. C'est plutôt plus, plutôt moins. Mais ça régresse, alors que sur les non mycorhiziens, ça augmente. Donc on voit qu'il y a un effet, capacité de la plante à réagir qui n'est pas la même. Mais il y a mieux. Quand on regarde les plants qui sont mycorhizés, qui sont un peu moins malades, mais un peu malades, et qu'on regarde d'une racine à l'autre combien il y a de champignons et combien il y a de maladies, on obtient ce genre de dessin. Donc je prends les plants qui sont mycorhizés, là, qui ont des champignons, et ce que je vois, c'est que le taux d'infection diminue quand le taux de mycorhisation augmente. Donc il y a aussi, selon l'intensité de mycorhisation, une intensité de protection. Covariance. Plus c'est mycorhisé, mieux c'est défendu. Sachant que c'est jamais zéro, et ça on va le redire tout le temps, les méthodes biologiques n'assurent jamais une éradication ou une efficacité à 100%. C'est vrai que c'est quand même mieux de foutre un produit chimique. Sauf qu'il est tellement efficace que lui, il est efficace à plus de 100% puisqu'il va tuer aussi d'autres choses. Mais il sera à 100% sur les méthodes. Puis il se chopera un vigneron et il lui foutra un cancer. D'accord? Ça c'est le problème. C'est qu'on a ou plus de 100% ou moins de 100%. Alors maintenant, une expérience un peu amusante, qui montre vraiment derrière ça, il y a un remaniement physiologique de la plante. Il y a un tout petit peu complexe, c'est que je vous le rappelle. On fait pousser la vigne avec ses racines qui partent dans deux pots différents. Un pot où on met rien, ou bien, et même pas de champignon mycorhizien, un pot sol stérile, ou un pot sol stérile avec un champignon mycorhizien.
De l'autre côté, il y a du sol stérile, dans lequel on rajoute le nématode. Vous y êtes? Donc là, tout est stérile et il y a un compartiment à nématode. Là, tout est stérile, mais là on a remis du champignon mycorhizien, et là on a mis le nématode. Le nématode ne voit donc jamais le champignon mycorhizien. Soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce qu'il est ailleurs. Et on regarde comment évolue la maladie. Ben, on voit très bien que là, quand on est sur des racines, un système racinaire qui ne voit nulle part le champignon mycorhizien, la maladie augmente vite. Quand on est sur un système racinaire qui n'est pas mycorhizé, mais dont une autre partie est mycorhizée, la maladie évolue moins vite. Et ça, c'est votre premier indice d'un phénomène important. Les mycorhizes protègent la racine, pas seulement par leur présence, mais en modifiant la physiologie de la plante. C'est-à-dire que là, ces racines, bien que pas mycorhizées, elles réagissent différemment parce qu'une autre partie des racines est mycorhizée. Donc l'effet protecteur, ça c'est important, c'est pas un effet protecteur uniquement parce que le champignon est sur la racine, c'est plus systémique par la modification de la physiologie de la plante. Et ça s'étend aussi aux parties aériennes, et au fait, ça ne vous étonne pas, puisque tout à l'heure, on a vu que les phénomènes qui varient dans les parties aériennes, c'est vraiment, il y a une modification de la plante, cette modification porte notamment sur la capacité à se défendre. C'est un dispositif tordu, qui nous permet de documenter cette idée que l'effet est systémique. C'est pas juste l'effet de la présence locale. Bon. Donc je rajoute à mon portrait de la mycorhize la protection. L'intérêt pour la plante n'est pas simplement nutritif, il est aussi phytosanitaire. C'est bon? Allez, maintenant on sort de terre. Quand même, on était enterré depuis longtemps. Alors, il n'y a coup pas, mes équipes de recherche travaillent sur les mycorhizes, donc j'ai vraiment envie d'en parler d'abord. Et de fait, c'est structurant. Et en plus, ce qui est bien chez les mycorhizes, c'est que on a plus d'un siècle de travail. Beaucoup plus que sur les autres interactions que je vais vous montrer. On a beaucoup plus de données. Allez, on sort et on va dans les parties aériennes. Alors les parties aériennes, c'est pareil, hein, c'est pour les microbes. D'abord, c'est exposé à l'air libre, donc il y en a plein les surfaces, mais pas que. Il faut que je vous parle d'une particularité du végétal qu'on a tendance à négliger. Vous aussi, vous avez des microbes. Les microbes, ils sont où sur vous? Ils sont sur vous, ils sont sur les surfaces exposées, et puis dans les cavités. Tube digestif, vagin, oreille, nez, vous y êtes. À l'intérieur de vos tissus, il semblerait qu'il y ait quelques microbes qui arrivent à rentrer, mais c'est très peu en quantité, très peu d'espèces. Ça va? Parce que l'entrée est gardée, quoi. Dans la plante, c'est plus compliqué. Alors, on voit pas très bien, là, le contraste n'est pas fort, on voit pas très bien la chose, mais on a ici les tissus de la plante. Ce qu'on voit là, en beige, c'est les cellules de la plante. Bon, c'est une coupe de feuilles. Et on voit on voit très bien, on voit en vert la coloration de tissus de champignons. De filaments de champignons. Vous voyez que dans la feuille, il y a des tissus de champignons. Pourquoi? Parce que, et c'est là que vous voyez pas bien le détail, c'est qu'il y a des zones noires entre les cellules. Ces zones noires, dans cette vision en microscopie à fluorescence, c'est les zones où il y a de l'air. Les cellules du végétal sont séparées, elles peuvent l'être, et elles sont séparées au niveau de leurs parois, c'est-à-dire que les parois de deux cellules contiguës ne sont pas complètement jointives, et ça ménage un réseau de trous par lequel arrive l'oxygène et le CO2. Selon les organes, le CO2 et l'oxygène sont utilisés. Vous y êtes, donc il y a un réseau de trous entre les cellules de plantes, et c'est comme ça qu'elles respirent. C'est que l'air rentre dans ces trous. Ça va? Ça explique une chose, un paradoxe que personne ne s'explique, parce que personne ne se le pose, c'est que quand vous voyez des pétales ou des feuilles, c'est pas transparent, hein. Moi, je peux pas vous voir à travers. Pourtant, si vous faites une lame de cette épaisseur de jus cellulaire, même avec les grains qui sont les chloroplastes et l'amidon, vous verrez plus ou moins à travers. Pourquoi on voit pas à travers les feuilles? Pourquoi on voit pas à travers les pétales? Alors que vu leur minceur, normalement, on devrait plus ou moins voir. Alors si vous nagez dans l'eau, si vous regardez derrière un bateau qui est hélice, vous savez qu'il y a plein de bulles qui se forment. Et l'eau qui était translucide, quand il y a des bulles, vous ne voyez plus à travers. Pourquoi? Parce que l'air, quand il passe de l'eau, la lumière passe de l'eau à l'air, elle est renvoyée ou déviée.
Et donc l'air passe. Quand vous agitez la main dans un aquarium, quand vous avez une hélice qui brasse l'eau, c'est blanc. Donc toutes les longueurs d'onde passent. Simplement, elles passent pas tout droit, elles sont déviées. On voit plus à travers. Vous prenez une onde claire, on voit à travers, vous agitez votre main, quand il y a plein de bulles, vous voyez plus au fond. Et en fait, la feuille ou le pétale, c'est plein de bulles d'air. C'est plein de ces poches d'air qu'il y a entre les cellules qui, elles, sont faites de jus. Et ce jus, il serait transparent, l'air serait transparent, mais quand je mélange les deux, c'est exactement comme quand j'agite la main dans un aquarium, ou quand j'ai une hélice qui fait les bulles. La lumière passe, mais pas tout droit. Elle est déviée. Ça va? Bon, donc c'est pour ça que les feuilles et les pétales sont pas transparents. Alors je sais, vous en foutez, puisque tout le monde dit avec ça, on dit c'est normal. Et c'est très important. Ça veut dire qu'il y a des trous. Les trous, vous pouvez pas vous les payer, parce que si vous séparez vos cellules, vous avez que la petite membrane interne, ça marche pas. Là, il y a une paroi qui fait que vous pouvez séparer les cellules et avoir de l'air de l'autre côté de la paroi. Grâce à la paroi qui entoure les cellules végétales, on est capable d'avoir ces poches d'air. Et ces poches d'air sont colonisées par tout un tas de champignons, parce qu'il y a des petites prises d'air qu'on appelle les stomates, des choses dont vous avez dû entendre parler. Ailleurs, il y a des lenticelles. Vous savez, dans les bouchons de liège, il y a ces petites travées là. Donc c'est des travées où les cellules sont dissociées. D'ailleurs, ces travées noires sont toujours perpendiculaires à l'axe du bouchon, parce que sinon le liquide sortirait. Ces petites travées noires qu'il y a dans le bouchon, c'est les pores respiratoires du tronc. Ce qu'on appelle les lenticelles. Donc il y a plein de prises d'air, et par définition de ces prises d'air, il y a plein de trucs qui rentrent. Donc une feuille de vigne, c'est des dizaines d'espèces de champignons, et bien plus encore de bactéries. On compte qu'un gramme de feuille, c'est 100 millions de bactéries. Les bactéries sont plus petites que les filaments de champignons, donc il y a toujours plus de bactéries que de champignons, parce qu'elles sont plus petites. Et en fait, une feuille, c'est infesté de microbes. Ce que j'ai en train de vous dire, c'est que la feuille, non seulement elle est colonisée en surface, mais la feuille et à peu près tous les organes de la plante sont aussi colonisés dans la masse des tissus. Cellule à cellule. Vous voyez, le microbiote, vous lâchez les végétaux, il est beaucoup plus intime, beaucoup plus mélangé avec les cellules que le microbiote des animaux. Ça va? Désolé, mon image est pourrie parce qu'elle n'est pas assez contrastée. Alors maintenant, on peut étudier par le biais de l'ADN les microbes qui sont présents. Regardez plutôt. Ici, on regarde le microbiote de différentes parties de la vigne. On voit que c'est à peu près les mêmes groupes, mais pas dans les mêmes proportions. Et si on se met à étudier le microbiote pour les jeunes feuilles, pour le rachis, pour les grappes, c'est pas ça là. Parce que les grappes, il n'y en a pas toutes les saisons. Je pense que c'est pas les grappes, ça doit être les vieilles feuilles. Peu importe. Quand on regarde selon les saisons, on voit qu'on a aussi des variations. En fait, le microbiote, il varie selon. Donc il varie selon l'organe, selon la saison. Vous voyez que vous avez ici, alors là ici c'est le microbiote fongique, donc c'est la partie champignon seulement. Vous avez en permanence des oreovidium, des calcosporium, des alcalinia, Erysipenecator, oui, c'est le jaune, c'est Erysipenecator, c'est le jaune. Il est parfois là même sans symptômes. Du Botrytis cinerea, des Phyllobasium, des Epicocum, on parlera des Epicocum. Donc en fait, vous avez plein de champignons, et vous avez aussi plein de bactéries. Alors, les abondances d'espèces varient selon les traitements, et vous avez ici une comparaison biodynamie intégrée conventionnelle du nombre d'espèces. Alors c'est des diagrammes qu'on aime bien faire souvent, selon l'intensité d'étude, quel est le nombre d'espèces qu'on trouve. Et on voit que plus on essaie d'avoir d'ADN, plus on a d'espèces. Bon, c'est normal. Mais on voit qu'à partir d'un stade où on en trouve à peu près autant partout, quand vraiment on fait un gros effort, on s'aperçoit que dans cette étude, nous sommes sur du Cabernet Sauvignon en Afrique du Sud. Dans ces modalités, dans ce pays et sur ce cépage, il y a moins de diversité sur le conventionnel qu'en biodynamie, il y en a plus en intégré. Alors, Que signifie intégré? Que signifie intégré? Alors, c'est des méthodes conventionnelles et biologiques mélangées. C'est-à-dire qu'on fait feu de tout bois, et je dis pas que ce résultat est universel. Moi, j'aime bien le montrer à des gens comme vous, parce qu'ils montrent que la biodiversité c'est mieux que le conventionnel, mais il y a des fois d'autres options qui sont pas plus mal,
au moins dans certains cas. Je vous ai dit, le résultat n'est pas forcément général. Ce qui est général, c'est que quand même en conventionnel, on tape sur cette diversité microbienne alors là on est dans les fruits, hein. On tape sur la diversité microbienne des parties aériennes. Donc ce qui est sûr, c'est que le peloton de tête va peut-être changer, mais en conventionnel, vous avez moins de diversité. Alors, non seulement vous avez moins de diversité, mais vous n'avez pas les mêmes espèces qui sont présentes. Voilà une autre approche de la chose, qui vous montre cette fois-ci toujours dans le même travail sur du Cabernet Sauvignon en Afrique du Sud, et vraiment dans des vignes, là on n'est pas en pot. Et toujours en détection ADN. Alors je vous ai mis les champignons qui sont présents, parce que moi je préfère les champignons, j'aurais pu mettre les bactéries. Vous voyez qu'en intégré, en conventionnel et en biodynamie, le spectre d'espèces présentes n'est pas le même. Par exemple, on a énormément de phylobasidiales, de phylobasidiales, je dis bien. On a énormément de phylobasidiales en intégré, on en a un peu moins en conventionnel, on n'a pas beaucoup en biodynamie. Ne me demandez pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, personne ne sait ce qu'ils font vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, alors, les saccharomycétales. Ah bah tiens, saccharomycétales, c'est beau, vous dire la levure. Le boulanger. En biodynamie, il y en a pas mal, en conventionnel, il y en a pas mal. Et en intégré, il n'y en a pas beaucoup. Dans cette étude, attention, n'en faites pas une règle générale. Enfin, vous voyez que dans la diversité microbienne, il y a aussi les gestes du viticulteur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'aurais dû d'ailleurs le montrer, mais bon. Il y a aussi de très claires preuves que le cépage compte et le greffon, le porte-greffe compte. Pas beaucoup, mais il modifie un peu les choses dans les parties aériennes. Toujours. Et donc il y a un microbiote qui dépend de plein de choses, et notamment des gestes du viticulteur. Alors vous allez me dire, et alors maintenant, en fait, on s'en fout, parce que ça c'est la description. Qu'est-ce que ça fait? Alors, ce microbiote, il occupe le terrain, et tout autant que votre microbiote à vous, il a intérêt à ce que, entretenir les bâtiments. Et une grande partie de ce microbiote va avoir des effets positifs sur le fonctionnement, juste parce qu'en améliorant le fonctionnement, ils améliorent leur vie, leur reproduction. C'est pas de la gentillesse, c'est juste que ceux qui font ça, ils se reproduisent mieux, et ils sont plus là aux épisodes suivants. C'est la sélection naturelle. Alors voilà un exemple sur des pseudomonas qui induisent une résistance stérile, c'est-à-dire bien au-delà des feuilles, ça c'est intéressant, au Botrytis cinerea dans les phases végétatives. Attention, le Botrytis cinerea, tout le monde, mais je pense que c'est pas vous que je vais l'apprendre, tout le monde pense à la pourriture noble, mais c'est aussi sur les parties vertes, et en début de saison, de la pourriture grise, et pas tellement noble. Alors voilà le dégradé de Botrytis sur des feuilles contrôle, non inoculées, et inoculées par diverses souches de Pseudomonas, des espèces fluorescentes, Putida ou Origina. Voilà encore une autre expérience. Bon, on voit que la réduction de maladies est très forte en présence d'inoculum, même si tous les Pseudomonas ne réduisent pas autant la maladie. C'est la réduction de maladie qui vous donne à l'écran, c'est pas l'intensité de la maladie. Vous voyez que vous avez un effet protecteur. Et cet effet protecteur, il a été un petit peu étudié, et on voit que après l'inoculation, vous avez en fait, sur ce diagramme, on étudie la quantité de resveratrol et de viniférine. C'est des tanins antimicrobiens, et notamment antibotrytis. Vous voyez très bien que il n'y en a pas beaucoup au moment de l'inoculation. Simplement, ça augmente, et si vous regardez le contrôle, il est toujours en bas de tableau, il est là, et là. En fait, ça augmente plus vite la synthèse de ces molécules quand il y a le pseudomonas que quand il n'est pas là. Donc c'est intéressant, ça veut dire que là encore, vous avez un effet qui n'est pas lié à la présence directement, mais au fait que cette présence change le fonctionnement physiologique, et donc la capacité à sécréter des toxines antifongiques. Ça va? On retrouve un mécanisme qui est un mécanisme systémique de changement de fonctionnement du système immunitaire. Les microbes des parties aériennes peuvent aussi influencer ce fonctionnement du système immunitaire et l'aider à fonctionner mieux. Ça va? Alors, c'est pas forcément routinier cette histoire. Parce que ça en sait. C'est pas aussi facile que ça d'obtenir l'installation des pseudomonas dans les champs. Mais c'est intéressant, parce que ça veut dire que quelque part, il y a un effet d'amélioration du système immunitaire par certains partenaires du microbiote. Je vais vous dire un truc,
c'est bien connu pour l'homme aussi. Pour le microbiote humain. C'est la même histoire. Bon. Alors, il y a aussi les effets de production directe. Et là, je vais vous parler d'un champignon qui est quand même bien connu, qui est le trichoderma, où là, le champignon fait le boulot lui-même. Il ne le fait pas faire par un système immunitaire amélioré, il le fait lui-même. Qui connaît les trichodermas ici? Alors, je me serais attendu à ce qu'il y ait plus de monde, parce que c'est quand même une méthode de lutte biologique assez répandue, avec des spécialités commerciales très nombreuses qui existent depuis des décennies. Après, elles ont un prix. Et je peux comprendre que vous les utilisiez pas dans vos champs, parce que ça marche plutôt pour des cultures à haute valeur ajoutée en serre, cette histoire, pour des raisons financières. Les trichodermas, c'est des champignons, vous voyez, qui sont parasites des autres champignons, y compris les trucs qui sont pas exactement des champignons techniquement, mais qui sont presque des champignons, les zoomycètes comme le mildiou. Ils poussent autour des filaments des autres, et poussent de temps à autre, ils rentrent dedans et mangent le contenu. C'est des mycoparasites. Donc quand ils sont installés, ça réduit la prolifération des champignons. On peut les utiliser en inoculation du sol ou en inoculation foliaire. Alors il y a plein de préparations qui sont disponibles dans le commerce, sauf que vous voyez, 26 €, 45 €, 26 €, je pense que c'est une dose pour traiter une planche de fraisier. Donc on faut comprendre que ce ne soit pas répandu dans des pratiques à grande échelle pour des raisons. Enfin, ça, il y a de l'ancienneté, on sait que ça marche. Et s'il y a plein de spécialités qui se vendent, depuis des décennies, c'est plus qu'un effet de mode. Alors il y avait quelques effets sur la sévérité, cette fois-ci c'est la quantité de maladie, de l'oïdium sur des vignes. Alors là, on est donc sur des vignes, on ne sait pas lesquelles c'est, on regarde l'oïdium, on a la maladie du contrôle, les contrôles ils ont leurs microbes, et voilà un contrôle stérile. Et maintenant on rajoute en spray ou par irrigation le trichoderma. Vous voyez que quelle que soit la méthode d'inoculation, vous réduisez la quantité de maladie, que ce soit en appliquant la souche P1 ou la souche M10, qui sont de deux espèces de trichoderma différentes. Là c'est un atroviridé, là c'est un arzanium. Ça va? Ça ne s'arrête pas là. Quand on regarde la quantité produite par plante, alors là, les est un peu différentes, c'est un arzanium et c'est une autre souche, la T22, on voit qu'effectivement, on récolte plus de raisins. Bon, ça c'est le bénéfice brut, hein. Le bénéfice net, c'est quand on a fait la différence entre l'argent qu'on encaisse et son plus de raisins et l'argent qu'on a mis pour traiter. C'est pas économique cette histoire. Et c'est peut-être là que se cache le détail, mais bon. En tout cas, cette souche T22, elle, ils l'ont un peu étudiée, ils se sont aperçus qu'en fait, elle sécrétait une molécule terpénique, le pentylpyrrone. Et que ce pentylpyrrone, appliqué, il avait les mêmes effets. C'est-à-dire que vous pouvez mettre du pentylpyrrone, vous avez le même effet. Et donc, probablement, en fait, ce trichoderma, il doit tuer les champignons avec du pentylpyrrone, puis les bouffe. Et en mettant du pentylpyrrone, ça esquinte les champignons pathogènes tout seul. Ce que ça veut dire, alors vous n'allez pas aimer, parce que c'est peut-être un réflexe qui va vous paraître trop chimique, mais ça veut dire que par rapport à ces organismes protecteurs, vous pouvez vouloir les manipuler. Mais c'est pas toujours aisé, et c'est éventuellement cher. Par contre, si vous trouvez les molécules par lesquelles ils sont actifs, vous pouvez en fait appliquer cette molécule. C'est exactement le programme qui se cache derrière ça. Bon, il n'y a pas de développement commercial à ma connaissance. Mais conceptuellement, c'est exactement le même programme que celui qui est passé de se soigner par les plantes, en ayant des cocktails où il y avait des molécules actives et puis d'autres qui avaient d'autres activités pas forcément désirables, à la molécule purifiée. Donc il y a aussi cette idée que dans les mécanismes protecteurs de ces organismes, il y a peut-être une façon de trouver une hiérarchie de la protection des plantes. Sans appliquer, comme on dirait en pharmacie, le toto, c'est-à-dire l'ensemble. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée d'appliquer l'ensemble. Simplement, ça risque d'être plus cher et de marcher un peu moins bien. Ça risque, pas toujours. Bon. Et pour terminer, voilà la teneur en acide gallique des mous, contrôle, inoculé par T22, ou ayant reçu du pentylpyrrone. Rebelote. Le microbiote de la feuille influence plein d'autres paramètres, et là, pour le coup, la teneur en acide gallique. On n'est pas en train de dire que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle.
l'acide glycolique est rarement limitant, et je suis pas sûr qu'il soit désirable à très haute concentration, mais ça fait partie quand même des choses qui structurent le vin, et voilà, et on a un effet là-dessus. C'est marrant, hein. Ça veut dire que dans l'effet terroir, il y a aussi l'effet des microbes qui sont sur les feuilles. Ça, c'est une considération un peu marginale par rapport à l'effet de défense, mais qui montre qu'on retrouve les mêmes effets avec les microbes des parties aériennes qu'avec les microbes des parties proches. Alors, on travaille avec quelques-uns, et notamment, il y a donc au moins Château-Palmer ici, qui est dans ce consortium, un très gros travail qui s'appelle, un très gros travail de recherche qui va commencer, qui s'appelle GetUp. Bon, les problèmes de vote du budget font que le programme commence avec un an de retard, ce qui fait qu'on a perdu tous les gens qu'on espérait prolonger les postes de travail. La mauvaise. Mais le programme commence, et c'est un programme qui vise à comprendre quels microbes peuvent protéger les feuilles, en particulier contre le mildiou. Sachant que cette protection, on se doute qu'elle ne sera pas 100% de nouveau, mais l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui sur les feuilles peut retarder une infection. Donner plus de temps d'intervenir ou faire qu'on intervienne plus tard. Alors, il y a déjà des travaux qui ont été faits, notamment dans la thèse de Paola Fournier à l'Université de Bordeaux, qui consistaient à regarder des parcelles. Oui. Ah bon, d'accord, alors je vais en remettre. C'est bon pareil. Les études ont été faites sur des parcelles plus ou moins, sur des pieds plus ou moins sensibles au milieu, à cépages identiques, d'accord, et à parcelles identiques. Alors, quand on a des morceaux de parcelles qui sont faiblement ou fortement sensibles au milieu, on regarde qu'est-ce qu'il y a sur les feuilles. Et on s'aperçoit que sur les individus très sensibles, on a un certain nombre de champignons qui sont surreprésentés. Alors on ne sait pas très bien si c'est parce que le mildiou s'installe ou si c'est eux qui aident le mildiou à s'installer, on ne sait pas quel lien de cause à effet. Et sur les parcelles résistantes, on a tout un tas de champignons qui sont surreprésentés, notamment des Phylobasidium, des Rhodotorula qui sont des levures. Alors là encore, on ne sait pas si parce qu'il n'y a pas de mildiou, ils s'installent, ou si c'est parce qu'ils sont installés qu'il n'y a pas de mildiou. N'empêche que ça donne envie d'aller voir. C'est ce qu'on va faire dans ce programme GetUp. L'idée donc, c'est que quand vous regardez le microbiome foliaire, vous avez, quand c'est résistant, une plus grande diversité, et un certain nombre d'espèces qui sont là, qui sont éventuellement des espèces parmi lesquelles on va voir s'il n'y a pas des écrans. Et protection à l'arrivée du mildiou. Les travaux de Paola portent aussi sur l'endosphère, c'est-à-dire on nettoie complètement avec des détergents et tout la surface, et on va regarder les microbes qui sont dedans, pas dessus. Parce que dans l'étape précédente, c'était le total. Donc il y avait dedans et dessus. Là, on regarde ce qu'il y a dedans. Et c'est pareil, on retrouve que dans les parcelles sensibles, il y a des champignons qui sont amplifiés, qui sont associés à la sensibilité, et il y en a d'autres qui sont associés à la plus grande résistance des parcelles. C'est important, on retrouve des épicocomes en grand nombre, des didymella, qui sont des champignons assez communs finalement dans les feuilles, dont on ne connaît pas bien les rôles. Et la question, de nouveau, c'est ça. Cause ou conséquence. Pas au travail, c'est ce qu'on commence là, finalement, à faire. C'est bon? Alors là, la solution est pour plus tard, mais il y a quand même une promesse, non pas d'éliminer les traitements fongicides, mais de retarder leur intervention. Alors j'aimerais terminer là-dessus, désolé, c'est pas microbien, même si ça se voit pas trop à l'œil nu, avec les petits acariens, les typhlodromes de la vie. Alors, question, désolé, qui connaît les typhlodromes ici? Voilà, c'est déjà... Ouais, alors... Bon, il y a quand même des domaines où le monde n'a jamais entré, et ces petits acariens sont vraiment intéressants parce que, en fait, ces acariens sont soit des prédateurs d'autres acariens, soit des mycophages, c'est-à-dire qu'ils mangent du champignon. Donc, comme le trichoderma, en fait, ils empêchent l'installation de champignons indésirables sur les feuilles, puisqu'ils bouloquent les champignons. Ces typhlodromes, à une époque, les anciens les connaissaient. Vous allez me dire, vous avez relevé le doigt, si l'histoire que je vous dis, vous dit quelque chose. Moi, je la tiens par un vieux vigneron des Côtes-du-Rhône qui me disait, mais j'expliquais ça à mes étudiants, on allait donc ensuite voir à la cave comment ils faisaient du vin,
puisque j'emmène mes étudiants que je forme à devenir prof de biologie, je les emmène une journée pour faire le trajet qui va de la vigne au vin. Ils font toute la biologie qu'il y a dessous. Et on était là en Côte-du-Rhône, et je leur parlais un peu des titres de Rome. Et le type qui était là, qui était le papa de l'exploitant, me dit, ah mais on connaît bien ça. Avant, on vérifiait toujours qu'ils étaient là, et quand ils étaient pas là, on ramenait des branches des parcelles où ils étaient déjà arrivés en début de saison. Vous avez entendu parler de choses comme ça? Ouais. Oui. Je ne sais pas jusqu'à quel point cette anecdote-là est représentative. Et il faut dire que vous avez une efficacité significative à partir de 1 acarien par feuille. Donc c'est assez élevé, hein. Mais c'est pas une efficacité à 100%. De nouveau, pourquoi? Faut être clair. Alors ces acariens font partie des choses qu'on peut ajouter. Et la question, faut-il inoculer? Maintenant qu'on a plein d'outils, même si certains sont peut-être des outils pour demain, est-ce qu'il faut inoculer? Alors dites-moi, avant qu'on passe à ça, est-ce que j'ai des questions là, ou des réflexions? Par rapport à votre exemple sur le resveratrol qui augmente, est-ce qu'il augmente parce que le champignon stimule la production de la vigne, ou est-ce que c'est le champignon lui-même qui va en produire également? Non, alors, dans l'exemple de la vigne férile et du resveratrol, hein, qui sont donc des tanins qui ont des rôles antioxydants intéressants dans le vin, mais qui avant tout sont antimicrobiens, il y a beaucoup de composés comme ça qui ont les deux fonctions ensemble. Hein. Le sulfite, exemple. Ces composés-là, vous avez vu, ils n'étaient pas là au départ. Ils commencent à être synthétisés quand la maladie arrive. Et en fait, ils sont synthétisés par la plante. Donc on est bien sur une meilleure réactivité du système immunitaire. Et on n'est pas sur une synthèse qui serait faite à l'arrivée de la maladie par le pseudomonas. Alors c'était un pseudomonas, donc c'était une bactérie. Désolé, hein. Moi je les appelle par leur petit nom, c'est pas forcément évident, mais dans mon exposé, il y a des fois des champignons, des fois des bactéries. Là, c'était des bactéries. Et elles influent sur la capacité des plantes à faire cette molécule. Il y a, à ma connaissance, pas beaucoup de microbes que je connaisse qui fassent du resveratrol ou de la viniférine. Hein. Le milieu étant aussi un champignon du sol sur sa forme hivernale, est-ce qu'il y a des travaux ou des avancées sur des éventuels champignons prédateurs du milieu? Ah oui, dans le sol. Alors, le milieu donc fait partie d'un groupe très particulier qui est un peu à part des champignons, les oomycètes, et il n'est pas vraiment un champignon du sol, mais un champignon qui passe l'hiver au sol. Dans les feuilles malades se forment des spores d'attente. Vous connaissez les spores de multiplication saisonnière parce que sur la tache huileuse, elles font une sorte de poudroiement. Et ces spores-là multiplient la maladie par voie aérienne, mais en hiver, dans le cœur de la feuille, et donc dans la feuille morte tombe à terre, il y a des spores d'attente avec un gros emballage. Alors, je suis à peu près certain qu'il y a des trucs qui bouffent ça. Mais je les connais pas. On pourra regarder sur Internet à midi, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire qu'on ne sait pas. On peut juste dire qu'on est hors connexion. Mais c'est génial. Attendez. Je sais pas si vous réalisez, hein. Moi qui suis curieux de nature, le nombre de fois où j'arrivais à trouver qu'il y avait un article où il y avait la réponse et malheureusement il était uniquement dans une revue reçue à la bibliothèque de Bristol. Il fallait que j'attende un voyage à Bristol ou de connaître quelqu'un qui pouvait aller à Bristol faire une photocopie pour l'avoir. On vit une époque merveilleuse, hein, pour la connaissance. Donc on vérifiera ensemble si c'est connu. Je ne serais pas étonné qu'un certain nombre d'animaux du sol soient capables de bouffer ça. Après, je ne connais pas de pratique. Je vous dirais juste que la chose qui va permettre, lors de la germination, cette spore germe en un tas d'autres spores qui, elles, vont être dispersées. Et elles sont dispersées par le splash. Et la meilleure façon de limiter le splash, c'est d'avoir des vignes enherbées. Alors on en parlera de l'enherbement, parce qu'il y a d'autres raisons d'avoir de l'enherbement. Mais je sais que l'enherbement peut être aussi synonyme d'emmerdement. C'est pour ça que je le dis. Mais voilà, limiter le splash permet de limiter cette frontière. Alors, vous pourriez aussi ramasser toutes les feuilles, mais outre que c'est pas bon de limiter l'apport de matière organique au sol, je pense que financièrement c'est peu jouable. Mais c'est ça. Alors, parce qu'il y a justement pas mal de travaux et oui, d'essais sur le ramassage des feuilles et ça diminue clairement les dites-moi, alors, là, c'est moi qui pose la question. Quand vous avez des cochons ou des animaux, il y a vraiment un espoir que les feuilles soient mangées à l'automne?
Ils en mangent des feuilles. Parce que ça, c'est connu pour les arboriculteurs, ils aiment bien avoir des animaux qui mangent les fruits tombés au sol, parce que ça limite la propagation des maladies. Oui, mais les piétines. Les piétines des feuilles. C'est ça qui change. Ah oui, donc, en fait, elles sont moins splashables. Enfin, les spores seront moins... Ah oui, c'est ça. Ah oui, bonne remarque. Mais il y a des travaux qui montrent vraiment une réduction de l'infectiosité du mildiou en cas de piétinement. C'est pas une question méchante. En tout cas, c'est assez connu sur la tablure, sur les pommiers, sur le pâturage, par exemple, des brebis. Oui, alors tu as tout à fait raison. En arboriculture, il y a à la fois, pour les parasites foliaires, le piétinement, et pour les parasites des fruits, les fruits sont mangés. C'est même la motivation majeure. J'ai lisé une étude dans je ne sais plus trop quelle revue récemment. C'est la motivation majeure de l'élevage animal dans les vergers. En déclaratif des arboriculteurs. C'est leur motivation majeure. Après, c'est ce qu'ils déclarent eux. Mais en fait, la question qu'on doit se poser, c'est si la feuille est dégradée par d'autres champignons dont les saprophytes, est-ce que le mildiou est gêné? Non, alors, en fait, souvent, les trucs qui vont dégrader la feuille, ils vont libérer la spore, c'est-à-dire qu'ils vont manger tout ce qu'il y a autour, mais ils vont pas l'attaquer parce qu'elle est emballée d'une façon qui est un peu prévue pour ça. Après, ça peut la rendre plus accessible à des choses qui, eux, savent s'attaquer à ces spores-là, mais franchement, ces spores-là ressemblent beaucoup à des graines. C'est-à-dire que c'est bourré de toxines, et c'est un peu dur à digérer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont capables de le faire, hein, mais et je sais pas. Honnêtement, je connais pas les prédateurs des spores. Il y a une étude américaine qui est sortie il y a 2 ans sur les fusariums qui attaqueraient les spores de mildiou comme ça. Non, mais il est à peu près certain que tout ce qui existe a des emmerdes. Des emmerdeurs. Donc ça ne m'étonne pas. Oui, alors on m'en regarde à midi, ça pour les fusariums, je les connaissais pas. Je suis à peu près certain qu'il y en a, mais je connais aucun traitement qui joue sur ça. Par contre, l'emmerdement, ça, là, j'ai des données pas vraiment publiées, mais bien observées, notamment dans la presse. En tête, dans les domaines de la Loire, ils ont pu faire la comparaison sur les dates d'apparition du mildiou. Bon, on gagne 1 à 3 semaines. Hein. Et bon. J'ai une autre question sur des vignes qui seraient paillées avec du miscanthus, par exemple. Quand on sent le miscanthus qui est posé sur le sol, donc ça sent très fort le champignon, on peut même en voir sur leur c'est le cas d'à peu près de tous les paillages d'ailleurs, oui, hein, oui, ils sentent toujours le champignon, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des travaux mettant en lumière une diminution de champignons tels que l'odium, le mildiou sur la vigne? Parce que, du coup, pas à ma connaissance, peut-être certains ici en connaîtront, mais le truc c'est que de toute façon les paillages, ils ont cette caractéristique mécanique de recouvrir une culome. Donc c'est pas inattendu que ça diminue l'occupation. Mais après, tout dépend des méthodes de sporulation. Et en tout cas, pour le mildiou, le splash est vachement important. C'est pas toujours le cas. Le mildiou, c'est pas un champignon, au sens botanique. Et ça indique quelque chose, c'est que le mildiou, il sait pas jeter ses spores en l'air. C'est des vrais champignons botaniques, ils ont des méthodes d'éjection des spores. Donc, des fois, il y a beau avoir le paillage, les spores, ils partent à 20 à 40 G. Hein. Je rappelle que vous, à 10 G, vous êtes mort. G, c'est la gravité terrestre. Quand on accélère, on est soumis à des accélérations plus fortes qu'on peut calculer en nombre de gravités terrestres. Vous crevez à 10 G, 20 G, c'est le minimum de l'accélération des spores au décollage pour les champignons. Donc là, le paillage est moins efficace. Mais par contre, si tu décolles à 40 G et que tu te prends une paille, bah là, c'est pas décoller. Simplement, si tu passes entre deux pailles, c'est parti. Pour le splash, c'est quand même plus difficile. Voilà. Une question. Est-ce qu'une feuille qui est consommée dans le compostage et qui disparaît, est-ce que le champignon, il subsiste ou est-ce qu'il disparaît? Donc une feuille qu'on met au compost. Il a une bonne chance de disparaître, mais je ne connais pas de travaux qui évaluent ça, mais c'est sûr que dans le compostage, vous avez aussi des augmentations de température qui peuvent tuer sans que ce soit mangé. Donc à la fois par la vie du compostage et par les augmentations de température dans les phases précoces du compostage, vous pouvez effectivement éliminer un certain nombre de pathogènes. Cela dit, je ne sais pas si votre idée c'est de composter les feuilles après les avoir ramassées pour les réintroduire sous forme de compost dans la vie. Non, c'est pas exactement la question. Dans l'arboriculture, une feuille qui reste entière, elle reste entière jusqu'après le printemps.
Donc les spores restent là, Mais- et une feuille qui est broyée, elle se composte Alors- vite, c'était ça la question. Et là, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, quand vous voulez utiliser l'excrément humain dans les champs, bah, vous les compostez d'abord, ça bousille toutes les bactéries qu'il y avait dedans et qui sont éventuellement des bactéries qui seraient contaminantes si on les retrouve dans les aliments. Et donc, les excréments humains compostés sont et ont été utilisés et utilisables dans l'agriculture parce que le compostage, ça tue les protagonistes de la vie à température ambiante. Il faut un compostage avec une hausse de température. Ça, mais c'est souvent le cas. D'autres questions? Moi, les trichoderma, Ouais. ils ont cette capacité d'attaquer plutôt justement en préventif ou en curatif. C'est-à-dire que si le milieu a déjà commencé à faire son œuvre. Alors, ils sont souvent utilisés en préventif. Est-ce qu'on peut les utiliser en curatif? Super question. J'en ai jamais entendu parler. Je dirais que le problème du curatif, c'est que le champignon commence à être entré dans les tissus de la plante. Et là, je suis pas bien sûr que les trichoderma soient aussi efficaces. Je raisonne, hein, mais j'ai pas de réponse factuelle. Parce que, en fait, eux, ils attaquent les filaments, mais ils sont pas vraiment capables d'entrer dans la plante. Et c'est ce qui les rend sympas, d'ailleurs. C'est qu'eux, ils sont pas amateurs. Donc, j'ai tendance à penser qu'on est plus au préventif. J'ai un pépiniériste qui avait essayé de me vendre des plants à inoculer le trichoderma. Ouais. Notamment pour Les sols ou feuilles? les plants à planter. Mais Dans les racines, en fait. Ils inoculaient le trichoderma. dans le compartiment ainsi. Ouais. Afin de lutter contre le développement de l'esclave, notamment sur les nouvelles. Et il le garantissait pour 5 ans. Au-delà de ça, il disait que il n'était pas certain que le champignon soit toujours présent. Bah, alors, moi, je suis preneur de la référence de ce pépiniériste pour savoir et aller creuser ça. Évidemment, on peut aussi le mettre dans le sol. Je vais revenir là-dessus sur l'inoculation, parce que c'est la partie suivante. On peut aussi le mettre dans le sol, et il a des effets, mais c'est plus difficile de vous expliquer pourquoi. Mais je comprends qu'il ne garantisse pas le 5 ans. Mais 5 ans, déjà, il prend un bon risque, donc vous êtes assez sur 2000. Bon, il le vendait plus cher. Je serais preneur en séparé des références de ce pépiniériste pour aller voir. D'autres questions? Merci. 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 Oui, c'est un des plus gros. D'accord. Donc, si je tape Mercier, Flanding, Trichoderma, je dois la trouver chez vous. C'est le plus gros producteur. D'accord. Très bien. Bon, c'est noté. Ah, ça va, d'accord. On va noter ça. Alors donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Tu as d'autres questions? C'est une question plutôt à la personne qui a intervenu tout à l'heure. Est-ce que les résultats de ceux qui enlèvent les feuilles sont concluants ou pas? Sur 2025, oui. Et c'est pas une grosse année avec une grosse pression à Bordeaux, mais en tout cas, les premiers résultats dont on a entendu parler, c'est qu'en effet, ça avait vraiment retardé les premières contaminations. Mais c'est pas chanté quand même. Ça oui. A priori, au niveau expérimental, il semblait y avoir un effet. Oui, donc en 25, il y a quand même un effet positif. Ouais, c'est le décalage sur les premières contaminations. C'est publié ça? Ou est-ce qu'il y a une diapo qui traîne quelque part? Vous pourrez voir? Je sais pas, moi on me l'a dit à l'oral, donc... Ça c'est le drame. C'est pas que ce soit faux. Mais moi, ma vie, c'est de traquer les sources un peu brutales, avec des bonnes stats bien chiantes. C'est fait par une collaboration entre l'IAV et l'INRA de Bordeaux. Et donc, tu vas pouvoir trouver assez facilement. Ouais. Je me demande si elle n'est pas disponible sur l'IAV. Le développeur soit un soir, il y a une dizaine de jours là-dessus. Pareil. Bah, je serais preneur du chemin d'accès, on en parle tout à l'heure, mais c'est rien. Posez la question. Un peu ensemble. Donc, oui. Vous dites dans les échanges de plantes et champignons, que les champignons, ils apportent de l'eau et des minéraux. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils apportent aussi d'autres choses, des toxines contre le mildiou qui peut être... Alors, non. En fait, ce que l'on sait, assurément, je vais même pas vous parler des histoires de réseaux mycorhiziens et d'alerte, hein, parce que ça, c'est que des trucs décrits en fond. Comptez pas sur moi pour vous parler de ces légendes. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est décrit, notamment chez des œillets d'Inde ou chez le noyer, c'est que le champignon peut
exporter, les filaments de champignons sont des voies préférentielles. Alors, par où? Surface, à l'intérieur, on ne sait pas. C'est des voies d'exportation des toxines sécrétées par les racines. Donc ça augmente le rayon où des toxines de la plante, des toxines antimicrobiennes ou des toxines anti-autres végétaux, des toxines herbicides, la juglone noyée et les pyrétrinoïdes de l'œillet d'Inde, se retrouvent plus distribués dans le sol quand c'est mycorhizé par le biais des champignons mycorhiziens que quand ils sont produits par une racine qui n'est pas mycorhizée. Parce que le champignon exporte ça. Est-ce qu'il le fait activement ou passivement, on ne sait pas, mais il y a un effet sur le rayon d'action, le rayon de distribution des toxines sécrétées par les racines, toxines antimicrobiennes, toxines herbicides, qui est démontré. Oui, on peut dire que le champignon apporte la mémoire du vivant. C'est vraiment le premier stade du végétal, encore sur la chlorophylle. Donc en fait, il permet la continuité du message du vivant. Alors, oui, et puis, l'autre aspect par lequel il nous rappelle une utilité historique, c'est que la mycorhize que je vous décris, c'est le reste de l'époque où les premières plantes terrestres n'avaient pas encore de racines, et où, en fait, les champignons faisaient tout le boulot. Hein, les racines étant apparues secondairement, tout d'abord comme une façon d'acquérir plus de champignons. Donc effectivement, en termes de mémoire, on peut au moins dire que c'est la mémoire d'une interaction qui a été encore plus nécessaire à l'époque où les plantes n'avaient pas encore de racines. Donc il y a 450 millions d'années en l'occurrence. Bon, j'ai tout le monde. Alors, nous voilà à la question, faut-il inoculer? Alors je vais vous dire. Pourquoi pas les feuilles? Pourquoi? 1. Les feuilles, elles apparaissent, elles grandissent, donc il y a une phase de colonisation dans l'année. Donc, si on rajoute des choses, elles vont pouvoir rester, parce qu'il y a de l'espace ouvert à un certain moment. Deuxièmement, les feuilles sont dans un milieu beaucoup plus perturbant que le sol. C'est-à-dire quand il pleut, par exemple, ça enlève des microbes. Donc quand on rajoute des choses, même si la croissance est terminée, même si l'espace est déjà colonisé, c'est un peu ouvert à la colonisation par la perturbation, une fois de plus, de la pluie, par exemple. Donc moi, sur les feuilles, pourquoi pas? Là où je suis très dubitatif, c'est dans le sol. Parce que le sol est peuplé de plein de micro-organismes. Il est moins perturbé, donc il y a moins de moments où ceux qui sont là sont plus là et il y a une chance de rentrer. Dans le sol, c'est une autre paire de manches. Hein. J'ai pas dit que c'était impossible. J'ai juste dit que la probabilité d'installation est moindre. D'accord? Et puis, de toute façon, si vous inoculez sur les feuilles, vous ne pouvez plus ça. Vous ne pouvez plus traiter les feuilles. Sinon, vous inoculez, puis vous traitez et vous tuez ce que vous avez inoculé. Là, quand je vois ça, moi je pense au typhlodrome. Ils sont morts. Et ça, c'est aussi un problème. Hein. Sur les feuilles, effectivement, il y a cette ouverture du milieu, mais alors par rapport au sol, il y a cet autre problème que les feuilles se prennent pas mal de molécules qui sont susceptibles, vous avez vu, d'interagir avec la diversité microbienne. Alors, la question se pose en particulier pour les champignons mycorhiziens. Est-ce qu'il faut inoculer? Alors, vous avez vu tout ce que font les champignons mycorhiziens, on se dit qu'une bonne charge mycorhizienne, c'est utile. Alors, je voudrais vous mettre en garde contre un certain nombre de choses. D'abord, quand vous inoculez les champignons mycorhiziens du commerce, il faut être sûr qu'ils sont locaux. Alors, pour la traçabilité, bonjour. Moi, je peux vous dire que la plupart des souches au vent sont des souches indiennes ou canadiennes. Est-ce que vraiment on veut introduire des espèces exotiques? Sachant que, éventuellement, la plupart du temps, il n'y a pas de problème, mais de temps à autre, c'est la jussie, de temps à autre, c'est l'ambroisie, de temps à autre, c'est l'herbe de la pampa, de temps à autre, c'est le cerisier tardif en forêt de Compiègne. Ça, c'est des désastres écologiques et des manques à gagner formidables, parce qu'après, on contrôle plus rien. Donc moi, j'ai un gros problème avec ça. Alors, en fait, quand on regarde bien, ces inoculums-là passent en dessous des radars du contrôle, mais ils sont illégaux, en fait. On regarde l'introduction des espèces de micro-organismes exotiques. Alors,
Ensuite, la vraie question, c'est est-ce que c'est adapté à votre sol? Parce que les gens ont souvent une vision naïve des champignons. Ils disent, ouais, si on a un champignon, il va pousser. Attendez, les champignons, c'est comme le géranium, hein. Les géraniums, vous les plantez pas dans une tourbière, vous les plantez pas dans les sables de plage. Il y a des sols à géranium, des sols pas à géranium, d'accord? Et donc, souvent, quand vous achetez votre préparation, et que vous regardez derrière le pot, il y a marqué diluer dans un peu d'eau, ou faire un pralin et appliquer à la lune montante. Ouais, mais où? Sur quel sol? Est-ce que c'est valable sur les sols alcalins? Est-ce que c'est valable sur les sols acides? Est-ce que ça supporte l'aluminium? Vous y êtes? Très souvent, en fait, non seulement c'est exotique, mais en plus c'est pas forcément adapté au type de sol dans lequel vous allez travailler. Ça va? Alors, tout ça pour se résoudre. Vous pouvez prendre des champignons locaux adaptés à votre sol. C'est pas incontournable. Il faut aussi que ce soit adapté à la plante. Pourquoi? Parce que la plante, elle ne sait pas utiliser n'importe quel champignon. Regardez cette expérience. Dans cette expérience, on prend un champignon, le Glomus unicatum, et on va mycorhizer plein de plantes différentes. Chaque lit, c'est une plante différente. Et on regarde par rapport à une croissance sans champignon, quel est le pourcentage de biomasse qui change avec la mycorhisation. On élève la plante sans ce champignon, sans aucun champignon. Et on l'élève avec juste ce champignon. Il ne donne pas le choix. Un peu ce que vous faites quand vous inoculez. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'assez souvent, ça augmente la biomasse jusqu'à 50%. Chaque ligne, c'est une espèce de plante. Et sur certaines espèces de plantes, ça la réduit jusqu'à 40%. Alors, je vais vous dire ça différemment. Vous savez que pour faire un couple, il suffit pas de mettre un garçon et une fille ensemble. Si vous forcez ça, la plupart du temps, c'est un désastre. Mais ça peut marcher aussi. Simplement, il y a un besoin de choix. Et ce choix, il est très bien connu. Regardez cette expérience. On élève une racine ici, dans un milieu riche en saccharose. C'est la racine de carotte qu'on utilise. On élève donc cette racine dans un milieu riche en saccharose, et vous savez que, pour le coup, le champignon ne peut pas prendre le saccharose. Il faut que la plante le lui prépare. On a deux compartiments ici, on a un champignon qui peut sortir et aller faire des mycorhizes, mais dans un compartiment où il n'y a pas de phosphore. Et là, il y a un champignon qui peut sortir et faire des mycorhizes, la racine ne peut pas passer. Il n'y a que le champignon qui peut passer. Et lui, il est dans un compartiment où il y a des phosphores. Le saccharose est radioactif. Et grâce à ça, on va savoir à qui la plante donne du sucre. Et de façon pas étonnante, la plante donne du sucre aux champignons qui lui donnent du phosphore. Et beaucoup moins aux champignons qui ne lui donnent pas de phosphore. La radioactivité passe beaucoup moins dans le compartiment où le champignon n'a pas de phosphore et donc ne peut pas en donner à la plante. Ça va cette expérience? En gros, la plante choisit. Elle commence avec tout le monde, mais ensuite elle travaille surtout avec celui qui apporte quelque chose. Inversement, quand vous avez un champignon qui dispose de phosphore radioactif et que vous lui permettez d'aller coloniser des plantes qui sont sans saccharose ou avec saccharose, à qui donne-t-il son phosphore? Eh bien, il le donne à la plante qui a du saccharose à lui donner, à la racine qui a du saccharose à lui donner, pas à la racine qui n'en a pas. Ça va? Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un peu comme vous quand vous faites un couple, vous essayez avec plusieurs personnes, vous envisagez d'essayer avec plusieurs personnes, avant le mariage, hein. Mais vous essayez avec plusieurs personnes, puis à la fin, ça fait un couple. Oui, mais il y a en fait des essais-erreurs. Et d'ailleurs, ça me dit un truc inquiétant, c'est quand vous regardez le pourcentage, le nombre de racines du champignon, souvent c'est une façon de voir est-ce que la plante est mycorhizée ou pas. Et en fait, là, il y a aussi le champignon qui sert à rien parce que la plante a fait le taf avec lui, il y en a un des deux qui a décidé qu'au moment où lui, il n'allait pas bosser. Vous dites donc souvent, le pourcentage de mycorhisation, c'est une estimation grossière de l'aspect fonctionnel, parce qu'il y a des moments où la mycorhize s'est faite et puis elle sert à rien. Parce que ça, on le sait uniquement quand on a fait la mycorhize. C'est pareil, hein. Si vous voulez savoir si quelqu'un est fiable, au début, il faut être fiable vous-même avec lui. Et puis c'est après que vous apercevez que c'est une planche pourrie. Donc, il y a, en fait, dans le sol, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des milliers d'espèces et puis des dizaines de souches pour chaque espèce de champignon mycorhizien. Dites-vous que les racines de la vigne, hein, c'est une bonne centaine d'espèces de champignons mycorhiziens différents sur l'ensemble du système racinaire. Donc il y a le choix. Et quand vous inoculez un machin où il y a 2-3 souches, il n'y a pas le choix. Alors, ça veut dire ça que, avant de passer à la caisse, hein, faut se dire qu'il y a peut-être mieux à faire. Alors je vous dirai ce qu'il y a de mieux à faire après, mais je voudrais quand même vous dire, il y a une façon
de bien faire quand même. C'est de prendre des trucs locaux et adaptés à votre plan. Alors, il y a des boîtes qui font ça, et je donne mon conflit d'intérêt. Mycophyto, je suis au conseil scientifique de Mycophyto. Conseil scientifique d'une start-up, je vous explique ce que c'est. On vous offre le restaurant et le billet pour venir au conseil scientifique. D'accord? Donc voilà, mon conflit d'intérêt, c'est 3 repas par an. Ok? Et un calendrier. Donc, bon, voilà, moi j'ai rejoint le conseil scientifique avec Eric Orsena parce qu'on a pensé que c'était vraiment des démarches intéressantes. Eux, ce qu'ils font, c'est l'inoculum sur mesure. Alors, les gens, c'est cher, hein. Ils viennent dans votre sol, ils ont des méthodes qui consistent à... Donc, ils sont en fait leur secret de fabrication, qui amplifie les spores de tous les champignons qui sont là. Je peux vous dire qu'en gros, ça revient à mettre sur ce sol plein de plantes différentes qui chacune vont nourrir des champignons différents et qui sont des plantes choisies pour que ça fasse beaucoup de spores. Bref, ils font un pied de cul. Ils font un pied de cul de sol. Et ils vous rendent inoculum. Sachant qu'ils ont éventuellement une phase où ils vont repasser par la plante cible et donc vous rendre en plus un inoculum qui est compatible avec votre espèce. Mais il est local. Alors voilà ce que ça donne ici en Côte-de-Provence dans un cas où ça a marché. Et puis après je vous dirai le pourcentage de cas où ça marche. Là vous avez le poids par cep de raisin sur le témoin et là sur le mycorhizé. Vous voyez que vous avez pratiquement 50% en plus. Parce que les gras sont plus grosses et il y a plus de gras. Là c'est un cas où ça marche. Alors ce cas est très intéressant parce qu'il y a une année de stress hydrique en 2022 et on voit très bien que cette année-là, le degré de stress hydrique est indiqué par les teneurs en carbone 13. On voit très bien que les témoins étaient plus stressés que les mycorhizés. Ça c'est un marqueur physiologique du stress hydrique. Et cette année-là, il y a eu plus 20% d'eau dans le sol. Oui, parce que les mycorhizes agissent aussi sur les propriétés du sol. Quand c'était inoculé, plus 9% de croissance des racines des jeunes plants quand ils étaient mycorhizés, plus 45% de rendement quand c'était mycorhizé. Donc vous voyez que là, on a eu même de la résistance au stress, à la fois par le sol et par l'effet sur la plante. Alors là, ça a marché. Quand est-ce que ça marche? Alors moi, je vais vous donner des chiffres à la louche. En gros, ça marche dans 70% des cas. Dans 30%, vous payez plutôt cher pour rien. On retrouve ce truc qui est un peu chiant, c'est que les solutions biologiques, elles sont moins impactantes en termes d'effets secondaires, mais elles marchent pas à 100%. C'est du 70%, c'est déjà sérieux. Maintenant, quel est le pourcentage de cas où ça marche pour les inoculums commerciaux? Et c'est là que je regarde fébrilement mon écran et je vois qu'il me manque une diapo. Il y a une méta-analyse qui est parue l'an dernier, qui a analysé plein d'inoculums commerciaux, sur plein de plantes. Et voilà le bilan. Ça marche dans 20% des cas, les inoculums commerciaux. En fait, quelque chose nous dit que le fait qu'on tolère ces trucs-là est en train de discréditer la possibilité d'utiliser ces méthodes. Alors souvent, les gens s'en aperçoivent pas parce qu'ils croient tellement qu'ils disent que ça marche. On s'auto-persuade souvent. Moi, je peux vous dire, quand je regarde les tableaux de chiffres qui sortent des échéances du labo, je me dis, putain, c'est plié. Puis quand on fait les stats, on s'aperçoit que c'est plié. Parce que vous avez votre œil, il a tendance à retenir ce qui va dans le sens de votre conviction. C'est pour ça que nous on fait des stats, c'est chiant, mais au moins ça permet de voir. Alors, on voit moins ça. Ça marche dans 20% des cas, c'est-à-dire, alors tenez-vous bien, en plus c'est super subtil. Je vous le fais, cette méta-analyse qui est parue dans Botany, en revue canadienne, elle montre que dans 20% des cas, le champignon s'installe. Dans 80%, il ne s'installe pas parce que l'inoculum est pourri ou pas adapté à la plante ou pas adapté au sol. Souvent, l'inoculum est pourri. D'ailleurs, il est tellement pourri qu'il y a beaucoup d'opidium dedans, et souvent des parasites aussi qui passent. Bon. Dans 20% des cas, vous avez un effet. Vous allez dire, bah oui, ça s'installe, ça effet. Bah non, c'est pas les mêmes. Parce que des fois, ça s'installe et ça fait rien. Et des fois, ça s'installe pas, mais ça fait quelque chose, parce qu'il y a des adjuvants qui font quelque chose. Donc ça veut dire que les 20% des cas où ça marche, c'est pas forcément à cause de l'inoculum. Ça va? C'est moins de 20%. Même si c'est 20% de bonne nouvelle, de toute façon, 20% c'est pas une bonne nouvelle. Alors, donc, moi je suis pas contre les inoculums sur mesure, mais je vais vous dire, même si vous inoculez, de toute façon, vous n'êtes pas dédouané de faire les bons gestes. C'est-à-dire les gestes qui vont faire que cet inoculum, il a une fonction. Et là, on va rentrer dans le dur. C'est quoi les gestes à faire ou à pas faire
de façon à ce que votre inoculum survive. Ben, je vais vous dire, c'est les mêmes que ceux pour que le microbiote du sol soit en bonne forme. Donc bien. Ça veut dire que si vous faites les gestes qui aident vos champignons microbiens, mais ça va aider aussi les fixateurs d'azote, ça va aussi aider les vers de terre, ça va aussi aider les acariens, les amides et tout. C'est quoi les bons gestes qu'il faudra faire qu'on n'inocule pas pour favoriser ces champignons mycorhiziens? Désolé, la fin de mon topo est très mycorhizien. C'est là que je peux vous dire des choses, et au fait, bah, si j'aide les mycorhizes, j'aide aussi les autres microbes, donc quand même mon propos est plus général. Alors il dit quoi, vous? Il vous rappelle d'abord évidemment que quand on regarde les sols de France, on voit très bien que plus c'est les sols agricoles, moins il y a de quantité de microbes. Ça, c'est la quantité de microbes. On voit très bien les zones agricoles, ou les forêts en monoculture. Et effectivement, dans l'ordre forêt, prairie, culture, vigne et arboriculture, on voit que la quantité de microbes vivant dans le sol diminue. C'est la grande leçon retirée de ce livre paru. C'est les travaux de Lionel Rangeard, de Dijon, pardon. Il y en a un sur les champignons du sol de France qui donne à peu près le même résultat récemment. Quand on regarde la diversité des espèces dans les sols, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de message. Il y en a plus ou moins, mais c'est pas lié à l'agriculture. Hein. C'est plutôt lié à la géologie ou à la géologie. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les espèces sont en train de s'éteindre, donc il y a de moins en moins d'individus, et il n'y a pas vraiment d'espèces éteintes. C'est un truc important. Les individus n'ont pas encore touché les espèces microbiennes. Parce qu'il y a tellement d'individus qu'on n'est pas arrivé à bout. Donc ça va venir. Rassurez-vous. Et l'extinction, c'est surtout celle des grosses espèces pour l'instant. Les petites sont plus résilientes parce qu'il y a tellement d'individus qu'avant de les niquer toutes. Alors, super, hein. Verre à moitié vide. Il y a moins de microbes. Verre à moitié plein, ils sont encore là. Mais quand ils ont bien, ça repart. Ça veut dire que chez nous, l'agriculture conventionnelle, elle a quand même été faite par des gens qui avaient un peu de bon sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des trucs qui tuent violemment tout de suite. Simplement, sur le temps long, on s'aperçoit effectivement que il y a des balles perdues. Ça va? Alors, même quand les gens reçoivent, ils disent, bah, tu vois, Marc-André, c'est même mieux de m'inviter dans les vergers. Bon, alors ça, c'est un signal qui est lié au type de sol. Un signal attendu, qui est lié au type de sol qu'on laisse les forêts, le type de sol où on met les prairies, le type de sol où on met les cultures, le type de sol où on met les vignes et les vergers. C'est attendu. C'est avant. C'est pas un effet. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'effet sur le nombre d'espèces. Par contre, il y a des effets sur la quantité d'individus et donc sur leur rôle. Parce que quand il y a moins d'individus d'une espèce, et que cette espèce a un rôle, j'en fais des mycorhizes, elle fait moins. Donc le rôle est moins faible. Ça va? Alors, dans les problèmes, il y a la fertilisation minérale. Non pas que je pense qu'on puisse s'en passer totalement. Même si vous êtes en bio ou en biodynamique et que vous vous en passez, à l'échelle de toute l'agriculture française et de toute la viticulture française, on n'aura pas assez de matière organique. Bon, mais n'empêche qu'il faut quand même minimiser l'apport de matière minérale. Pourquoi? Parce que quand il y a de la matière minérale, il y en a beaucoup. La preuve, c'est qu'on en retrouve dans l'eau autour. Ça pollue les nappes, ça pollue les eaux libres. La plante, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous habitez au-dessus d'une pizzeria, vous appelez Uber Eats, vous livrez une pizza? Non, vous allez chercher votre pizza. Vous y êtes. Pas besoin de sous-traitants quand vous avez de la ressource à profusion. Donc les plantes, et on le voit très bien ici, irrigation et fertilisation, pof, ça diminue la quantité de champignons mycorhiziens. Alors vous allez me dire, pas grave, j'irrigue et je fertilise. Oui, mais la quantité de pathogènes, elle, est restée la même. Et vous avez perdu une partie de l'effet phytosanitaire. Donc, vous allez avoir besoin de plus de pesticides. Enfin, dans un réflexe conventionnel. Vous y êtes? Donc, la fertilité organique est la solution. C'est celle de l'agriculture biologique, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'à l'échelle de toute l'agriculture française, on va avoir du mal à avoir assez de matière organique. Le caca animal, et d'ailleurs, ça penser au pipi, au caca humain, un peu plus, parce que là aussi, il y a la notion de phosphate. Ce qui est bien, c'est que ça arrive sous une forme qui va être lentement rendue disponible aux plantes. Donc, à aucun moment, il va y avoir d'excès, donc il y a moins de fluide. On sait très bien quand on a de l'agriculture, enfin, on encourage l'agriculture biologique au-dessus des captages, pour avoir moins d'azote dans la nappe. Donc, il en sort moins, donc il y a moins de fuite, et puis surtout, il y a toujours besoin de champignons mycorhiziens, puisqu'à tout moment, bien qu'il y ait beaucoup d'azote et de phosphate dans le sol, la partie accessible, la fraction accessible n'est pas énorme, et il faut des mycorhizes pour aller les chercher. Puisque c'est bloqué dans la matière organique. Et il est lentement débloqué. Deuxième chose, les pesticides. Alors, j'en ai choisi un qui est emblématique, c'est le glyphosate. Je vous ai dit, les fongicides sont calculés pour ne pas abîmer les mycorhizes.
Et c'est facile parce que les glomérulicètes sont pas des ascorbicètes ou des basidiomycètes. Bon. Mais n'empêche que malheureusement, il y a des balles perdues des autres produits. Et un produit, c'est le glyphosate. Alors ici, vous avez le glyphosate au champ, 10 jours après application, vous avez un sol dans lequel vous avez 75% de spores de champignons mycorhiziens viables, vous glyphosatez à une dose faible ou élevée, ça c'est les doses minimales de très grande culture, un seul passage par an, ça c'est les doses maximales de maraîchage délirant. Enfin, quelle que soit la dose, de toute façon, voilà, la toxicité se manifeste en dessous des doses minimales d'application. Ça c'est pas de chance, c'est une balle perdue. C'est ça le problème de la chimie, c'est que quand vous avez un sol avec des milliers d'espèces, il y a peut-être 1 pour 1000 des espèces qui n'ont pas de chance. Paf, avec une molécule, vous tuez déjà une centaine d'espèces. Et avec une autre, vous en retuez 100, avec une autre, vous en retuez 100. Ça va, c'est pas de chance, là. Pour le coup, le glyphosate, c'est pas fait pour emmerder les champignons. D'ailleurs, et en plus, ça n'emmerde pas les champignons pathogènes. Mais les glomérulicètes, c'est pas ça. Alors, les pesticides, c'est facile de dire qu'il faut s'en passer, mais honnêtement, moi je connais pas l'agriculteur qui s'en passe. Même en bio, il y a des pesticides. Cuivre, c'est des pesticides autorisés. La vraie question, c'est lesquels et à quelle fréquence. Et c'est là qu'on a vraiment envie d'avoir un écran biologique pour en mettre le moins possible. Et puis qu'on a aussi envie de pas forcément mettre de l'acétalhybride partout. C'est ce que je veux dire. Il faut aussi choisir les molécules qu'on met. L'autre problème, c'est le labour, qui a longtemps été une solution, mais à force de labourer, en fait, on voit se développer les problèmes. C'est ce que je vous disais. Au début, nos anciens, quand ils font un truc, ils le font parce que ça marche. Puis après, avec le temps, on voit se développer les problèmes liés au labour. Alors, le labour, c'est quand même une double peine vu du point de vue des champignons mycorhiziens, parce que, ils se sont fait déchirer la gueule. Vous voyez les filaments de champignons, là. Le labour, et puis tout traitement mécanique du sol, de façon générale. Après, là, on parle de quelle distance? Alors, je vais revenir là-dessus. La double peine, c'est 1, ils ont été déchirés, et 2, comme il n'y a plus de plantes, ils sont plus nourris. Alors, on peut atténuer en remettant tout de suite un couvert. Vous leur foutez une bonne paire de baffes, dans le genre qui décapite la moitié des baffés, là. Mais après, vous leur donnez à manger. Les survivants mangent. Ça va? Mais là, il y a une double peine. C'est que si vous ne dévégétalisez pas, Alors, la question, c'est la profondeur. Voilà, c'est son labour. Alors, vous n'avez pas de chance. La vie du sol, elle est surtout dépendante de la matière organique. Et puis, on descend moyenne de matière organique. Donc, si je regarde la quantité de vie, si je fais un diagramme avec la quantité de vie du sol croissante, comme ça, et la profondeur croissante comme ça, la courbe, c'est une courbe comme ça. C'est-à-dire qu'en surface, il y a énormément de vie, puis dès qu'on descend un peu, il y en a beaucoup moins. 80% dans le premier centimètre, c'est n'importe quoi ce chiffre. Des fois c'est 90% dans les 10 premiers centimètres, des fois c'est 80% dans les 30 centimètres. Et en fait, vous commencez par le plus vif. Pour les champignons mycorhiziens, c'est vrai qu'eux sont peut-être plus distribués dans la verticalité, donc plus c'est superficiel, moins c'est grave, notamment pour eux. Mais vous commencez par le plus vif. C'est pour ça que même les TCS, c'est mieux. Une technique culturelle simplifiée, vous avez un travail très très superficiel pour désherber, mais pas de labour, c'est mieux, mais c'est pas parfait. Il faut pas bouder ce qui est mieux. Mais honnêtement, la vie du sol n'est pas adaptée au mouvement cisaillien. Quand il y a des racines qui grandissent, des vers qui passent, vous avez de l'écartement pur. Ça, les êtres vivants du sol sont adaptés à ça. Par exemple, un champignon qui se retrouve déchiré, en général, les deux bouts sont pas très loin, ils émettent des molécules qui font que ça repousse et ça se recolle. Si c'est décalé, là, tu peux émettre tous les signaux que tu veux, le filament d'en face, il est bon. Ça va? Et c'est quoi l'agenda de travail des mycorhizes chez Galerie? Mais c'est la fête permanente pour les mycorhizes, il n'y a pas de mauvaise saison. Alors, il y a une saison où il y a moins de carbone, mais où il y a un petit peu d'entretien parce qu'ils poussent en hiver. Si vous regardez un sol en hiver, il y a un petit peu de verdure, il y a un petit peu de choses comme ça. Il n'est pas nu. Alors évidemment, c'est pas la fête, mais c'est l'entretien minimal, quoi. Mais par contre, effectivement, le maximum d'activité correspond au moment où il arrive le maximum de sucre. Donc il va y avoir une activité qui va reprendre au printemps, c'est-à-dire qu'ils vont repousser, les racines repoussent, il y a des nouvelles mycorhizes qui se font.
Et vous avez souvent, sur certains modèles pérennes, un pic en automne, parce qu'en automne, il y a une relocalisation des réserves dans les racines, et c'est l'occasion où le champignon se serre, donc il y a un deuxième pic, et c'est ce pic que utilisent les champignons mycorhiziens de l'herbe forestier pour fructifier. C'est ce qui fait vos girolles en automne, vos cèpes en automne. Mais normalement, c'est pour la vie. Hein. Donc pour les annuels, voilà. Il va falloir changer de plante et se mettre sur les pérennes et les bisannuels en hiver. Mais pour les pérennes, non. C'est fait continu. Donc, ça, c'était la première chose. Alors, il y a aussi un petit détail sur le labour qu'il ne faut pas oublier, c'est cette histoire de semelle de labour qui se développe. Et ça, c'est vraiment un désastre total, parce que ça va faire que votre sol, l'eau ne rentre plus en profondeur, et que même s'il rentre des trucs en profondeur, les racines ne peuvent pas y aller. Moi, j'ai vu chez Ansel de Solos, des vignes plantées sur une ancienne, plantées il y a 50 ans sur un ancien champ de céréales, ancienne céréaliculture, et en fait, il n'y a pas une racine au-delà de 25 cm de profondeur. Donc ça, en termes de capacité de drainage quand il y a beaucoup d'eau et de réserve en eau, c'est dramatique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand je vous dis qu'il ne faut pas labourer, il y a d'autres raisons. Enfin, il y a peut-être d'autres contraintes qui font qu'il faut labourer. Ça, je ne suis pas en train de les chercher, celles-là. Mais je veux dire, il y a d'autres contraintes au passage. C'est un non-retour quand la semelle de labour est créée. Sauf si on fait un sous-solage. Ce qui ne peut pas vraiment se faire très efficacement si la vigne est là. Mais ce qu'on recommande souvent, c'est que quand on passe son non labouré et qu'on replante une vigne, ça vaut la peine de sous-soler, en injectant de la matière organique en profondeur. Même les époux bourguignons pratiquent le sous-solage, ils l'ont fait chez eux, là, quand ils ont établi leur domaine à Cahors. Pour virer cet héritage. Le sous-solage, c'est un truc comme un plâtre, quoi. Personne ne peut vivre avec un plâtre permanent. Mais à un moment, il vaut mieux un plâtre. Je peux te souligner cette pièce. L'enherbement a aussi des conséquences très importantes par rapport aux autres. Ça, c'était en Champagne. Nous sommes sur la montagne de Reims. Même orientation. Il y a 50 mètres entre les deux. Il a plu. Voilà. Ça parle de soi-même. Cet enherbement, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une option. Même s'il fait un peu chier en été avec l'évaporation. Bon, en plus, l'enherbement, c'est un peu trop, mais je vous dirais qu'il est d'autant plus ennuyeux l'enherbement que, il y a une semelle de labour, et que donc il n'y a pas de réserve profonde, ou que s'il y en a, elles ne sont pas accessibles, que 2, il n'y a pas de vie dans le sol, donc il n'y a pas de porosité, donc la réserve hydrique est moindre. C'est pas qu'il n'y ait pas de vie dans le sol, mais il y en a toujours, il y a moins de vie dans le sol. Donc, c'est un problème. S'il y a semelle de labour, c'est un problème. Et c'est un problème si la vigne n'a pas eu l'habitude d'être enherbée. Parce qu'elle a fait ses racines en surface. Si dès le début elle était enherbée, elle les fait en profondeur. Bon, alors je saute ça, puisqu'on fait un grand signe, là, que c'est pas très important. Je voudrais vous rappeler qu'une des façons d'avoir des mycorhizes, c'est d'avoir des arbres avec la vigne. Alors je dis pas qu'il faut des arbres dans la vigne, encore que c'est pas mauvais d'avoir des haies, c'est une façon d'avoir des arbres auprès de la vigne. Les cultures en tas ont toujours été pratiquées jusqu'à une date récente. Alors je dis pas que faire des vendanges là comme ça c'est génial, hein. Mais je connais moi des systèmes sur la côte d'Alma-Aquitaine où vous avez des vignes qui sont en tonnelles et vous avez des activités de pâture ou de maraîchage en dessous de la vigne. Et quand on récolte, on récolte en levant les bras, mais on récolte à hauteur d'homme sans échelle. Bon, je dis pas que c'est facile à entretenir, mais si je pense à la microbiologie du sol, les arbres ils entretiennent la vie du sol dans la saison où la vigne n'est pas là. Ils sont aussi une façon d'avoir des partenaires qui vont entretenir notamment les mycorhizes. Alors regardez, quand on pense vitiforesterie, avec des arbres en rang alterné, voire dans le rang, comme nous on travaille là-dessus à Cheval Blanc, sur des arbres dans le rang, voire simplement des haies, vous pouvez avoir des haies avec des arbres qui ont les mêmes mycorhiziens que la vigne, comme des rosacées, des liqueurs-barbes, des nomidifrènes, ou des arbres qui sont des arbres forestiers qui n'ont pas les mêmes mycorhizes. Alors dans ces cas-là, ils ne vont pas jouer le rôle de nourricier des mycorhizes, mais parce qu'ils ont d'autres sortes de mycorhiziens, mais par contre, il ne faut pas les négliger. Pourquoi ? Parce que les arbres, qu'ils soient avec les mêmes ou avec les mêmes mycorhiziens que la vigne ou les autres, ils ont des feuilles. Et sur ces feuilles, il y a des petites touffes de poils à l'aisselle des nervures. Regardez bien à l'eau, qui abrite des acariens. Et oui, la vigne partage ses acariens avec les arbres
dans lesquelles elles grimpaient à l'état sauvage. Or, tous les arbres de nos régions ont des acariens protecteurs des feuilles. Et comme ils ont des feuilles pas à la même saison que la vigne, et ben la vraie question, et que nous on se posera à cheval blanc, on a commencé à faire des comptages, c'est est-ce que le fait d'avoir des feuilles d'arbres, c'est pas un truc qui préculture les acariens qui vont aller sur les feuilles de vigne après. Donc, cette idée d'accompagner par des végétaux la vigne pour précultiver ou co-entretenir le cortège de partenaires, ça peut marcher sur les parties avec. C'est pas interdit d'imaginer que ça a aussi des effets, d'ailleurs, sur l'entretien de microbes favorables. Voilà, 0 données, 0 travail en visée. L'idée, c'est de retrouver effectivement une vie dans le vignoble pour s'accompagner. Alors, je termine en répétant. Toutes ces solutions biologiques ne seront pas efficaces à 100%. Et quelque part, il faudra sans doute un jour amener des engrais minéraux aussi un peu à l'échelle de tout le vignoble, ou des pesticides un peu. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des méthodes efficaces à 100% sur la cible, mais qui, balle perdue du glyphosate par exemple, en fait sont efficaces à plus de 100%. Et c'est comme ça qu'il faut se représenter les choses, malheureusement. C'est soit les méthodes basées sur le vivant qui sont pas efficaces à 100%, soit des méthodes efficaces à 100% sur la cible et qui bavent en dehors de la cible. Sachant qu'une bavure, ça peut être un cancer de viticulteur. On n'est pas obligé d'aimer les viticulteurs quand on aime le vin d'ailleurs. Hein. Mais même si on n'aime pas les viticulteurs, comme ça laisse des pesticides dans des traces de pesticides épinards, c'est même pas bon pour le consommateur. Bon, il y a plein de livres en vente. Dans les mauvaises librairies, on va pas dire dans les mauvaises librairies, vous pouvez trouver un certain nombre de là-dessus, je crois qu'on arrête.